Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce webinaire donc, qui concerne l'augmentation de capital de Valbiotis. Bienvenue, donc Sébastien Pelletier, qui est président directeur général et cofondateur de l'entreprise, ainsi que Stanislas Sordet, qui est le directeur administratif et financier. Donc, bienvenue à vous deux. Il y a déjà tout un tas de questions, je ne peux pas les poser tout de suite, donc juste avant, je vais vous laisser la parole, bien évidemment. Déjà, pour peut-être recadrer un petit peu et parler de l'historique de l'entreprise, bien évidemment. Deux, on a tous vu plus ou moins donc la feuille de route 2030, 2027, etc. Et trois, bien évidemment, on va parler de cette augmentation de capital. Pourquoi l'augmentation de capital? Il y a déjà beaucoup de questions là-dessus. Donc, je vais laisser la parole soit à Sébastien, soit à Stanislas. Voilà, je ne sais pas qui c'est qui veut commencer d'entre vous deux. Oui, bonjour Christian, bonjour à tous. Donc, c'est Sébastien Pelletier, cofondateur et président du directoire de Valbiotis. Donc, je vais commencer la présentation et ensuite, c'est Stanislas qui prendra le relais. Puis, bien évidemment, Okay. L'objectif aussi, c'est de répondre à un certain nombre de questions. Donc, pour commencer, effectivement, notre ambition, c'est de devenir un futur leader du complément santé naturel en France. Et aujourd'hui, en fait, notre vocation en fait est de commercialiser une nouvelle génération de compléments alimentaires pour le bien-être cardio-métabolique, en particulier tout ce qui est cholestérolémie, santé métabolique. Donc, santé métabolique, c'est le taux de sucre dans le sang, c'est la gestion du poids, tout ce qui est pression artérielle et plus tard les maladies métaboliques du foie qu'on adressera plus tard. Et en parallèle, on développe aussi une gamme de compléments alimentaires bien formulés sur les problématiques de santé au quotidien, avec un business model assez clair. D'un côté, professionnels de santé, donc médecins, pharmacie, et de l'autre, notre propre site e-commerce. Et Stanislas, en fait, développera toute la stratégie de commercialisation en France, avec également une vocation à l'international, évidemment, qui est important dans le développement de la société et qu'on précisera tout à l'heure. Il me semble que, juste comme ça, apparemment, vous avez quand même trois réseaux de distribution. Il y a les visites auprès des professionnels de santé. Vous travaillez avec des grossistes répartiteurs, c'est ça? Et puis, donc, maintenant, des sites e-commerce avec des partenariats. Oui, c'est ça. Ben, si on déroule la présentation, ça va venir très… Stanislas, la slide d'après. Ok, non, mais pas de problème, c'était juste. Okay. Non, mais c'est parce que je vais y répondre là de suite. Je pense qu'un point important, c'est qu'on a créé la société donc en 2014. On bénéficie de 10 ans de recherche et développement, ce qui nous a permis de mettre au point 4 compléments alimentaires de nouvelle génération avec beaucoup de science, avec aussi une forte propriété intellectuelle, que ce soit en France ou à l'international. L'année dernière, effectivement, on a eu une situation qui était compliquée parce qu'on lançait à peine la commercialisation en France dans un contexte de société de R&D et avec le départ de Nestlé à l'été dernier. Donc tout ça doit se regarder aussi dans ce contexte-là, en tout cas pour l'année 2024. Et si on regarde au mois de janvier, en fait, de cette année, on a réussi la transformation de la société. Aujourd'hui, Valbiotis est une société commerciale qui vend des produits tous les jours, avec une ambition qui est forte, avec des premiers revenus qui seront significatifs cette année et l'ambition d'être positif en fait dès 2027. Alors justement, il y a juste une question d'un participant. Qu'est-ce qui s'est-il passé avec Nestlé, puisque vous avez prononcé le mot? Oui, alors c'est une question qui est importante. Donc nous, je rappelle, on avait signé un beau contrat avec Nestlé en 2020. Ce contrat, en fait, il était double. Il y avait un contrat d'approvisionnement et un contrat de licence. Et sur les aspects licence, en fait, c'était un contrat de co-développement. C'est-à-dire que Nestlé nous accompagnait dans la fin du développement clinique. Donc là, on parle de Totem 63, Valbiotis Pro, santé métabolique. Et nous payait aussi les dernières étapes de développement. Pour des raisons internes chez Nestlé, il y a eu un changement effectivement d'orientation stratégique qui n'a pas concerné que Valbiotis, qui a concerné un certain nombre de sociétés dans le monde, qui fait que Nestlé, concrètement, à l'été dernier, a souhaité en fait sortir du contrat, comme dans d'autres contrats. C'est pas spécifique au produit, c'est pas spécifique à Valbiotis. C'était une nouvelle orientation chez Nestlé. Et nous, l'objectif, en fait, c'était de sortir de manière propre,
rapide pour Mhm. récupérer très rapidement les droits de propriété intellectuelle de façon à reprendre en fait le produit. Et oui, ça a été un cataclysme boursier, ça a été aussi un cataclysme au sein de la société. Maintenant, notre objectif, ça a été de vite d'accélérer en fait la transformation de la société et de voir les choses forcément autrement et de se dire maintenant que les développements cliniques sont terminés, et c'est un risque fort sur les études cliniques, Mhm. autant maintenant transformer la société, remettre à plat notre stratégie. C'est ce qu'on a fait, c'est ce que Stanislas présentera dans le détail. Et puis, bien commercialiser nos produits en France, bien les commercialiser à l'international à travers des partenariats et développer la marque Valbiotis. Donc, je dirais que sur le moyen terme, probablement, ça sera une bonne chose. Parce que vous êtes maintenant passé d'une société, on va dire, type biotech, à maintenant une société de commercialisation. Maintenant, vous pouvez commercialiser des produits, que ce soit Lipidrive ou d'autres. Et complètement, et justement, quand on vous parliez tout à l'heure, Christian, d'une des questions sur les grossistes, répartiteurs, etc., quand on fait le bilan de Valbiotis Pro Cholestérol, donc on a sorti en mai dernier, donc dans un contexte de transformation de la société, dans un contexte de sortie de Nestlé, je pense que c'est toujours important d'avoir ça en tête. Il y a eu une étape importante en novembre 2024 qui faisait partie des maillons obligatoires pour la stratégie de commercialisation. C'était déjà de se référencer auprès des grossistes répartiteurs de la quasi-totalité des officines en France. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un client qui rentre dans une officine, qui souhaite acheter Valbiotis Pro Cholestérol, si l'officine aujourd'hui ne travaille pas en direct avec nous, elle a la possibilité de se faire livrer très rapidement le produit au sein de l'officine pour le vendre à son client. Donc C'est ça, comme des c'était un centrales point d'achat, en fait. important. Pardon? C'est comme des centrales d'achat, mais pour… Alors, oui, alors c'est un peu l'équivalent. Donc ça, c'était une étape importante de référencement auprès de l'ensemble des grossistes et de ce qu'on appelle les connexions EDI. Donc ça aussi, ça fait partie de la transformation de la société, d'avoir tous les flux informatisés de la société vers le logisticien, de la société vers les grossistes, répartiteurs, etc., pour que tout le cycle d'achat-vente fonctionne parfaitement. Donc ça, c'était en place en novembre 2024. Et quand on regarde le premier bilan à fin décembre 2024, on avait réussi à s'implanter dans 263 pharmacies. On avait un peu plus de 1000 clients sur le web et avec des premiers indicateurs en fait qui étaient positifs, et tout ça dans un contexte de transformation de la société. Donc je le répète, aujourd'hui Valbiotis est une société multicanale qui est en place pour la commercialisation. Alors sur les 4 produits qu'on a développés, il y en a 3 aujourd'hui qui sont sur le marché. Donc Valbiotis Pro Cholestérol, Lipidrive pour la cholestérolémie, Totum 63 pour la santé métabolique, donc tout ce qui est taux de sucre dans le sang et gestion du poids, et puis Totum 854. Donc maintenant, son nom, c'est Cardio-Circulation, qui est sur le marché depuis le mois de juin. Notre prochain produit, Totum 448, devrait être sur le marché d'ici fin 2026, début 2027, pour tout ce qui est excès de gras dans le foie. Et évidemment, on a un effet démultiplicateur à l'international qu'on précisera tout à l'heure. Nos marchés, c'est important. On est au carrefour en fait, de 3 marchés qui ont des tendances très fortes. La santé publique, effectivement, on est sur des populations aujourd'hui à risque de maladies cardio-métaboliques, et on donnera quelques chiffres tout à l'heure. Le marché du complément alimentaire, c'est pareil, c'est un marché qui est conséquent, y compris en France, et une demande croissante de solutions naturelles, que ce soit pour des médicaments ou des compléments alimentaires. Alors, justement, j'ai une petite question, moi personnellement, en fonction, justement, vous venez de prononcer les 2 mots, complément alimentaire et médicament. Quelle est la différence? Peut-être, elle est peut-être au niveau de la législation. Comment ça se passe entre un complément et un Alors oui, médicament? il y a une différence qui est importante déjà dans la réglementation. C'est des réglementations qui sont complètement différentes. Le médicament, on est dans la réglementation du médicament. Le complément alimentaire, on est dans la réglementation de l'alimentation. Ça, c'est déjà deux réglementations différentes avec des autorités de régulation qui sont différentes. Et la force de Valbiotis, justement, en 10 ans, c'est d'avoir développé des compléments alimentaires suivant le schéma du médicament pour garantir en fait des produits sûrs et efficaces. Et pourquoi sûrs et efficaces? Parce qu'on s'adresse à des pathologies qui sont importantes. Quand on voit quelques chiffres, alors je ne vais pas détailler l'ensemble des chiffres, mais là, sur cette diapositive, en fait, vous voyez en termes de les millions de personnes qui sont concernées
par les troubles cardio-métaboliques dans les 5 principaux pays européens que sont la France, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Allemagne, et puis bien évidemment les États-Unis. Et si on regarde rien que sur le cholestérol LDL, c'est-à-dire le mauvais cholestérol, il y a sur ces zones géographiques 187 millions d'adultes qui présentent une élévation légère à modérée, donc une petite élévation du mauvais cholestérol. Donc ça, c'est notre cible en termes de santé publique. Ok, bah après, de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de revenir un tout petit peu sur l'environnement, on va dire réglementaire, parce que je suppose que pour les médicaments ou pour les compléments alimentaires, ce n'est pas tout à fait la même réglementation. Et ensuite, chaque État, je pense en Europe ou aux États-Unis, a aussi ses propres contraintes. Donc, je pense que vous devez quand même faire face à peut-être certaines contraintes, voilà, difficultés ou contraintes pour faire accepter les produits, non? Comment ça se Alors, passe? oui, ben, il y a des contraintes, en fait, il y a des règles réglementaires qui sont à suivre. En Europe, en fait, on a la chance d'avoir une harmonie en Union européenne. Donc, je dirais qu'à partir du moment où un produit, en fait, est autorisé dans un pays de l'Union européenne, en fait, il est quasiment autorisé de manière tacite dans la plupart des pays des membres de l'Union européenne. Encore une fois, parce qu'il y a une harmonisation au niveau de l'Europe. Sur les États-Unis et l'Europe fonctionnent de manière quasi similaire. On avait effectivement une plante qui n'était pas encore introduite en fait aux États-Unis et qui est dans nos produits, qui s'appelle le chrysanthellum. Et on a obtenu le go de la FDA, de l'autorité donc américaine, pour commercialiser cette plante sur le sol américain. Donc, on n'aura pas de souci du côté des États-Unis en termes de réglementation. Et après, les différents continents, ils ont forcément leurs spécificités. Mais l'Europe et les États-Unis donnent la grande tendance quand même de ce qu'on peut faire et ne pas faire en termes d'alimentation et de compléments alimentaires dans le monde entier. Et si on vient justement sur le cholestérol, en France, c'est quand même un Français adulte sur 2 qui présente une élévation légère du mauvais cholestérol. D'accord, ok, merci. Et c'est pareil quand on regarde la situation de prédiabète. Alors le prédiabète, ça se caractérise par un taux de sucre dans le sang anormalement élevé sur la durée. En France, on est concerné par les prédiabétiques et il y a 6,3 millions de Français aujourd'hui qui sont en situation de prédiabète, ce qui fait un peu plus de 10% de la population française. Et après, on est aussi sur le marché des compléments alimentaires. C'est un marché qui fonctionne très bien. Alors là, ce sont les chiffres 2023. En 2023, le marché du complément alimentaire était de 2,7 milliards. Donc, c'est un marché qui est important. C'est un marché qui croît régulièrement d'année en année et avec un poids de la pharmacie qui est important. Et quand on regarde, en fait, justement, sur le marché du complément alimentaire, 54% du marché du complément alimentaire est issu des ventes en pharmacie, d'où notre stratégie qui consiste aussi à implanter nos produits en officine. Et après, ça, c'est un point aussi important, c'est quels sont les critères d'achat des compléments alimentaires des Français. En fait, il y en a 5 qui sont très importants. La naturalité, l'utilité du produit, l'absence d'additifs qui revient aussi à la naturalité, le conseil du prescripteur vendeur, donc ça c'est conseil du médecin, conseil des équipes officinales, et le prix. Et quand on regarde notre positionnement sur la gamme Valbiotis Pro avec l'ensemble des produits pour le bien-être cardio-métabolique, en fait on coche toutes ces 5 cases et on a des produits, je le rappelle, à haute valeur scientifique. Est-ce que vous n'avez pas des difficultés à vous approvisionner en plantes? Alors l'approvisionnement en plantes ou autre est forcément un sujet en termes d'opération industrielle. Après, c'est un sujet qu'on maîtrise bien, qu'on maîtrise depuis des années. C'est un sujet qu'on a beaucoup travaillé avec Nestlé, puisque je rappelle, on devait approvisionner Nestlé. Donc Nestlé avait qualifié nos sous-traitants et nos process en termes d'opération industrielle, puisqu'on devait notamment alimenter le marché américain. Donc tout ça fonctionne très bien au sein de la société et on a tout sécurisé. Quand on parle de science, c'est important. On est entouré d'un conseil scientifique et médical
prestigieux, alors qui nous a bien accompagnés en fait pendant nos 10 ans de R&D, qui continue de nous accompagner aujourd'hui. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, on fait des formations envers les médecins, on fait des formations envers les équipes officinales, et ça permet aussi à ces intervenants de continuer à nous accompagner et de garantir quelque part toute la science adossée au produit. Et toute cette science a été validée par les sociétés savantes avec différentes communications en congrès, publiées dans des revues internationales. Et ce n'est pas fini puisqu'on a un nombre de données assez conséquent accumulé sur 10 ans. Donc, on a encore beaucoup de publications scientifiques dans des belles revues à venir. Alors, juste un petit panorama de la science sur les différents produits. On voit à chaque fois qu'on a un nombre d'études cliniques sur les produits qui est significatif, avec beaucoup de communications en congrès et des publications scientifiques. Et ces 10 ans de R&D qui se traduisent sur cette diapositive sont très importants dans le déploiement commercial de la société, dans la crédibilité de la société auprès des professionnels de santé, que ce soit les équipes officinales ou les médecins. Et là, je vais passer la main à Stanislas, donc membre du directoire et directeur administratif et financier de la société. Eh bien, merci Sébastien, bonjour Christian, bonjour à toutes et tous. Nous avons en fait structuré l'entreprise sur un comité de direction. L'objectif ici est d'avoir c'est le dispositif clé de pilotage de l'entreprise, avec à la fois de l'expérience scientifique comme Pascal Sirvent qui est CSO, et aussi des expériences très très opérationnelles sur des profils issus du métier des compléments alimentaires en pharmacie. Ou de l'international. Les piliers enfin, et les facteurs clés de succès du développement de Valbiotis en France, en fait, je vais passer rapidement, on va les développer par la suite, mais la chaîne d'approvisionnement aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fait, qui est sécurisé, à la fois en termes de montée en compétences de volume, en termes de qualité et en termes de backup, notamment chez certains sous-traitants si nécessaire. Le fait d'avoir une gamme Valbiotis Pro, donc c'est les produits issus de la recherche de Valbiotis, ont une très haute valeur scientifique. Et c'est clairement un facteur différenciant aujourd'hui, puisqu'on est des compléments alimentaires avec une efficacité cliniquement prouvée et une safety cliniquement prouvée. Nous sommes en train d'élargir la gamme Valbiotis Plus pour pouvoir apporter des solutions de santé au quotidien au plus grand nombre, à la fois en pharmacie et à la fois sur le canal web B2C. Je vais développer ensuite la commercialisation multicanal, donc vous verrez les avancées. Et ensuite, nous avons développé et nous mettons en œuvre depuis Q3 l'année dernière une stratégie de communication et un plan de communication qui est absolument nécessaire pour faire monter en notoriété à la fois la société et les produits. Ici, vous avez quelques exemples de la gamme Valbiotis Plus, avec certains lancements qui ont été faits récemment, comme notamment les produits collagène. Et maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail de la stratégie commerciale France. On parlera d'international ensuite. Notre stratégie a été de développer notre stratégie commerciale sur 2 piliers. Le premier, c'est le B2B, donc business to business, pharmacie grossiste. Et le deuxième, c'est le B2C, donc vente auprès de consommateurs. Sur la partie B2B, là, l'objectif, en fait, c'est d'aller ouvrir des nouveaux clients, des nouvelles pharmacies, d'implanter des gammes de Valbiotis, avec à la fois une force de vente interne qui visite des pharmacies, donc 3 pharmacies par jour. On a aujourd'hui 16 attachés à la promotion médicale. Et en parallèle, ces équipes vont faire de la visite chez les médecins généralistes, diététiciens, nutritionnistes, en fait, afin de faire connaître le produit et de faire générer du conseil. Alors, on n'appelle pas ça prescription, mais c'est du conseil, mais c'est quand même le médecin qui, en ayant sur le Vidal les produits Valbiotis Pro, peut glisser les produits dans son ordonnance quand il identifie des patients qui ont des besoins et que les produits peuvent y répondre. L'autre aspect sur ce canal B2B, c'est la stratégie groupement qu'on a accéléré fortement et qu'on va continuer d'accélérer. C'est un élément essentiel, en fait, pour faciliter l'accès aux pharmacies et le référencement dans les nouvelles pharmacies. Et de 2, ce qui viendra dans un second temps, de pouvoir participer à des opérations spécifiques sur certaines périodes de l'année. Voilà. Et ça, c'est des choses qui arriveront l'année prochaine. Et donc, ce canal B2B, aujourd'hui, on est sur une cible non pas de 19 000 pharmacies. Nous concentrons notre effort sur 3 000 pharmacies
L'objectif de ce ciblage, en fait, a été d'aller voir les pharmacies qui ont dans leur chiffre d'affaires la plus grosse part, une part importante pardon, de compléments alimentaires dans leur chiffre d'affaires, et alors soit les médecins, aussi d'aller voir ceux qui ont d'une part de la pathologie dans leur patientèle sur les troubles cardio-métaboliques et qui ont une habitude de prescription de compléments alimentaires, parce que dans ces cas-là, le médecin fait tout de suite le lien entre la valeur ajoutée des produits, la qualité scientifique des produits Valbiotis et le besoin de son patient qui a une pathologie à laquelle nous pouvons répondre. Maillon important aussi, qui a été mentionné tout à l'heure, c'est la partie grossiste, voilà, puisqu'en fait, nous ne couvrons du coup pas la totalité du territoire. On a ce qu'on appelle des zones blanches, c'est des zones qui ne sont pas visitées. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ces zones non visitées, dans ces zones non visitées, certaines pharmacies ont des besoins et des demandes de patients, de consommateurs au comptoir. Et dans ces cas-là, en fait, les pharmacies qui ne sont pas visitées s'adressent à leurs grossistes pour commander des produits en petite quantité. Donc ça, c'est un signal que la visite médicale fonctionne, la notoriété fonctionne, puisque dans certaines zones où nous ne sommes pas physiquement présents, il y a de la demande. Donc ça, c'est un point important. Sur le canal web, maintenant, si on regarde la partie B2C, ici, la stratégie, c'est d'aller faire ce qu'on appelle classiquement, c'est une stratégie de Customer Acquisition. Donc, c'est d'aller faire générer du trafic sur le site, de donner beaucoup d'informations, d'éléments de compréhension sur nos produits, sur la pathologie, sur des retours d'expérience de patients ou de professionnels de santé. Voilà, et ensuite, du coup, de pouvoir transformer ces visites avec un achat. Et ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la récurrence, en fait, c'est-à-dire aller stimuler les répéteurs. Ce sont des gens qui ont commandé il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Voilà, et qui est important d'aller les stimuler pour générer de la recommande. En parallèle de tous ces éléments, nous avons mis en place en fait une politique de formation, une stratégie de formation des équipes officinales, en fait, pour favoriser le conseil en officine. L'objectif là, c'est de générer ce qu'on appelle du sell-out. Donc le sell-out va venir de la demande spontanée, de la prescription du médecin, mais aussi du conseil du pharmacien qui, en ayant des formations adaptées aux produits, sera en mesure d'identifier des consommateurs dont la pathologie correspond à ce que proposent nos produits. Et en parallèle, on a également tout un axe de ce qu'on appelle private funding, en fait, où là, nous avons déjà scellé un certain nombre d'accords avec des mutuelles pour avoir une prise en charge de nos produits. Le plan média est très, très important pour augmenter la notoriété. Et donc, à date, aujourd'hui, cette stratégie commerciale est en place. Et nous sommes en train d'accélérer et d'intensifier les efforts de commercialisation. Et on fera le bilan du premier produit Valbiotis Pro Cholestérol avec quelques métriques juste après. Alors, j'ai juste une petite question de la part de Robert, parce qu'il a dit qu'il a essayé de commander des produits Valbiotis en ligne, mais en Belgique, et apparemment, il ne peut pas. Parce que… Oui, alors tout à fait. Alors, oui, dans notre stratégie, on s'est posé la question d'ouvrir sur un canal, par exemple, B2C, les pays limitrophes ou francophones. Alors, en fait, c'est des vrais projets spécifiques parce que ça nécessite un site Internet local, des aspects logistiques locaux. Voilà. Et aujourd'hui, pour l'instant, notre priorité, dans les mois à venir en tout cas, c'est vraiment de pénétrer le marché français. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, on n'a pas ouvert sur les pays limitrophes ou francophones pour des raisons déjà de se concentrer sur les enjeux du territoire français. Et peut-être dans un second temps, on pourra aller adresser les pays limitrophes sous une manière soit plateforme partenaire, soit site e-commerce en propre. Ok. Juste aussi une question de Luc qui me demande quelles sont les allégations nutritionnelles revendiquées pour vos produits.
est-ce qu'elles sont validées par le FSA? Ouais, donc ça, je vais prendre la question. Donc l'EFSA, c'est l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Alors, Mhm. il y a deux types d'allégations. Il y a ce qu'on appelle les allégations génériques et les allégations pending, qui sont des allégations en fait que l'on peut utiliser, qui sont dans un registre. Et donc, ce sont ces allégations que l'on utilise. Ensuite, il y a les allégations que l'on peut qualifier de propriétaires. C'est à partir du moment en fait où on bénéficie pour un produit de preuves scientifiques, précliniques et cliniques. On peut déposer un dossier auprès de l'autorité européenne pour demander une allégation spécifique sur le produit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a en tête. C'était un des objectifs de la société. On s'interroge sur l'intérêt in fine en fait, d'avoir ces claims, puisque ce qu'on peut voir, c'est que du côté des médecins et du côté des équipes officinales, en fait, ce qui compte, ce sont les études cliniques, les publications scientifiques associées, et finalement, le claim EFSA, pour la plupart, ils ne connaissent pas, en fait. Donc, il y a une... Voilà. Est-ce que au final, ça a un réel intérêt? Je ne sais pas, il faut vraiment se poser la question. En tout cas, ce qui est important de préciser, c'est que ce qui nous fait rentrer aujourd'hui dans les officines, c'est bien la science adossée au produit. Donc après, l'EFSA, c'est une autre étape, et c'est à voir si c'est un intérêt ou pas. Mais toute la science générée sur les produits est extrêmement importante aujourd'hui pour pénétrer les pharmacies et pour initier le conseil chez les médecins. OK. Quelques métriques ici sur le dimensionnement de notre force de vente. Donc, en fait, nous avons 19 secteurs qui couvrent une partie du territoire français. Sachant que ces secteurs ont été créés et designés en prenant en compte les potentiels de nos cibles, à la fois pharmacie et médecins. Logiquement, on est sur les zones à plus forte densité de population ou à plus grosse villes et métropoles. Ce qui fait qu'on a, avec nos 19 secteurs, on a 6 visites par APM par jour, donc ça fait 96 points de contact par jour, qu'on concentre sur 3000 pharmacies. Et sachant que du coup, pour les zones entre guillemets blanches, nous sommes connectés aux grossistes, et donc effectivement, il y a une possibilité pour les pharmacies non visitées de se procurer les différents produits Velvetis. D'accord. Ici, donc, nous avons synthétisé les accords groupements que nous avons signés à date. Ici, la stratégie, c'est d'aller soit sur des groupements sur lesquels il y a un partage de valeurs et d'objectifs. Certains groupements sont très dans les produits naturels, très dans les produits, dans les compléments alimentaires, en général sur des grosses pharmacies. Et donc, l'objectif aussi, c'est d'avoir à la fois des partenariats nationaux et à la fois des partenariats régionaux pour couvrir les différentes zones géographiques et venir en support des forces de vente locales. Donc, c'est une stratégie que nous continuons de développer, et que nous allons intensifier la signature de contrats avec des groupements, car c'est un élément hyper important et clé dans la stratégie commerciale. La partie mutuelle, j'en ai parlé. L'objectif ici, c'est du coup d'aller passer des accords stratégiques avec des mutuelles qui sont aussi plutôt dans les produits naturels, dans le bien-être, et de faire prendre en charge en fait nos produits dans un panier global annuel. Et donc, ce sont des gens qui forcément ont de l'appétence pour les compléments alimentaires. Alors justement, il y a eu des questions là-dessus. À quand le remboursement par la sécurité sociale? Déjà, ensuite, apparemment, vous avez un accord avec, je ne sais plus, je crois que c'est 2 mutuelles, non, c'est ça? Et est-ce que ça va être étendu? Quelle est votre stratégie là-dessus? Alors, donc, on a un accord avec 3 mutuelles. Enfin, nous avons 3 accords avec une mutuelle, donc on a Acetis, Nostrum Care et Elsie. Donc, en fait, c'est des mutuelles plutôt à la fois 2.0 et à la fois très orientées sur la naturalité, sur le bien-être, sur la thérapie naturelle, etc. Là, l'objectif, c'est pas d'aller chercher un remboursement par la sécurité sociale, ça c'est clair. Mais d'intensifier cette stratégie mutuelle, oui, ça fait partie des objectifs de l'entreprise, d'avancer et de multiplier les accords sur des mutuelles peut-être plus
plus tard, un peu plus large ou plus mass market. Voilà. Et non, le remboursement auprès de la sécurité sociale n'est pas, voilà, c'est pas partie de notre C'est stratégie. pas prévu pour l'instant, c'est pas. Enfin voilà, ça fait pas partie de nos objectifs. Ça, je pense que ça aurait un effet important sur le prix du produit. Voilà, et quelque part, on préfère aller vers des remboursements privés partiels qu'aller chercher un remboursement par la sécurité sociale. Juste, il me semble que vous êtes aussi commercialisé sur le site d'Yves Rocher, non? Alors, on l'a été. Vous l'avez été, ok. Voilà, effectivement, on l'a été. Ça fait partie de notre stratégie marketplace. Voilà, et donc en fait, on a fait un pilote et on est arrivé à la conclusion que c'était pas très satisfaisant pour diverses raisons. D'accord. Voilà. Donc, on avance aussi sur d'autres projets de marketplace en parallèle. Mais effectivement, ça a été le cas et aujourd'hui, on l'a mis en stand-by. Ok. J'ai juste une question de Yves qui dit comment on peut démarquer les produits Valbiotis dans un rayon de compléments alimentaires parmi la multitude de tout un tas de produits peut-être concurrents. Alors, non, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est quand on a commencé la commercialisation, nous n'avions qu'un produit Valbiotis Pro Cholestérol. Aujourd'hui, nous avons 3 produits Valbiotis Pro, donc cholestérol, santé métabolique et cardio-circulation, ce qui nous donne déjà une largeur dans le linéaire, et donc ce qui fait qu'on attire le pharmacien, parce que quelque part, un seul produit, il ne sait pas trop le positionner. Voilà. C'est un côté très pratique. Ensuite, on a lancé également une gamme Valbiotis Plus en pharmacie avec des produits type collagène, sérénité, etc., qui sont des produits très bons formulés, qui se différencient par leur formulation et leur qualité. Et voilà. Et ensuite, c'est tout l'enjeu d'embarquer l'équipe officinale en faisant des formations. Voilà, il y a certaines pharmacies où vous avez des naturopathes qui sont dans le rayon complément alimentaire et qui en fait discutent avec des personnes, comprennent leurs besoins, etc. Et c'est ça aussi qui va faire les différenciations, c'est que que l'équipe officinale en fait soit engagée et compris voilà, l'apport des produits Valbiotis. Et du coup dynamise aussi son rayon. Et en parallèle, on a aussi parfois enfin pas parfois, mais on met en place des opérations de PLV, de mise en avant des produits, de distributeurs sur le comptoir, etc. etc. Donc ça fait partie de la stratégie pharmacie, conseil, visibilité, pour effectivement se différencier de nos produits, sachant qu'aujourd'hui, on arrive avec quand même une gamme qui est maintenant plus large et on voit bien que ça facilite le référencement plutôt que quand on avait un seul produit. Sur la partie communication, voilà, qu'on a de la communication sur des congrès, communication médicale et scientifique. On a également une stratégie qu'on a démarrée de formation, en fait, de formation de professionnels de santé, donc pharmaciens, médecins généralistes, nutritionnistes, où on explique en fait les pathologies et on explique les mécanismes de la pathologie. On a aussi des sessions, des webinaires qui vont être bientôt lancés, et puis des sessions de formation aussi plutôt en soirée. Voilà. Et donc, ça fait partie aussi du métier des APM, de faire ces actions de formation aussi au quotidien des équipes officinales avec des cas comptoirs en disant vous voyez un patient arriver, il donner des clés en fait pour comprendre mieux les besoins d'un point de vue cardio-métabolique. La stratégie de communication globale, où en fait on a développé voilà, une image de Valbiotis, un storytelling. Voilà, on a une communication et un marketing digital qui est impactant auprès du grand public. On a voilà, lancé un certain nombre d'actions, d'influenceurs, etc. On a un plan média en fait B2B multicanal et B2C multicanal qui nous permet de gagner en notoriété et aussi de mettre en avant et de faire gagner les produits en notoriété. En termes de relations publiques, on a aussi un certain nombre d'actions prévues. Et on a aussi également, en tant que société, des enjeux de RSE importants qu'on fait avancer, notamment avec l'agrément Lucie. Et voilà, ça fait aussi partie de notre stratégie
d'avoir des enjeux RSE qu'on prend au sérieux au quotidien dans nos activités. Alors, juste pour répondre à Yves, est-ce que vous avez prévu une publicité ciblée grand public? Alors, on a des actions de communication grand public, oui. Maintenant, nous n'en sommes pas à faire de la pub télé, ça c'est sûr que voilà. On préfère avoir une approche multicanal avec du ciblage qui est bien fait, quelque part. Vous avez parlé d'influenceurs, etc. Via les réseaux sociaux, voilà, exactement. Via les réseaux sociaux, sur le cas des influenceurs de qualité, c'est très important. Sur de la presse, et donc voilà, on préfère avoir notre stratégie plutôt centrée sur du multicanal, plutôt que de mettre des montants astronomiques en pub télé qui passera 2 fois. D'accord. Alors, je vais peut-être aller directement au bilan, puis je reviendrai à l'international après. Ici, l'objectif, c'est de. Donc, Valbiotis Pro Cholestérol était le premier produit lancé par Valbiotis. C'était le premier produit sur le marché qui était issu de la phase de recherche, de développement et des premières études cliniques. Et là, l'objectif, c'est de faire un bilan déjà qualitatif. Le point, c'est qu'aujourd'hui, on a demandé des retours des professionnels de santé, donc à la fois médecins généralistes, à la fois pharmaciens. Et les retours qu'on a sont très positifs parce qu'on parle de naturalité, pas d'effets secondaires, sans levure de riz rouge, ce qui est un point très important, très bien toléré. Et les professionnels de santé ont un accueil très favorable par rapport aux apports du produit et à la solution unique qu'il peut présenter. D'un point de vue patient, les retours sont aussi très positifs. Voilà, donc on voit 4,8 sur 5 sur le site. Quand on lit, en fait, oui, c'est efficace. Ça confirme aussi notre capacité d'exécution opérationnelle puisque les livraisons se passent bien et que les produits les consommateurs reçoivent leurs produits en temps et en heure, etc. Donc ça, le bilan de tout ça, ça veut dire que Valbiotis Pro Cholestérol en tant que premier produit est un bon produit, bien reçu, efficace, et un produit de qualité qui adresse des besoins, et ça, c'est matérialisé par ces retours-là. Sur la partie quantitative, voilà. Ici, on a la tendance du nombre de commandes pharmacie web. Donc, on arrive, on voit qu'on est sur une tendance où le ramp-up se matérialise. Donc ça, c'était jusqu'au premier trimestre. On a dépassé mi-avril de 2025 le chiffre d'affaires de 2024, sachant qu'à partir les nouveaux produits ont été lancés seulement à partir de février-mars, et donc du coup, leur part dans le chiffre d'affaires du premier trimestre est très peu significative. Ce qui est important ici de noter, c'est que le produit Valbiotis Pro Cholestérol est un produit de repeater, en fait, de recommande. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, en décembre 2024, on avait 48% de nos volumes qui étaient des recommandes en pharmacie. Donc ça veut dire que les pharmacies ont acheté, les produits sont sortis et les pharmacies ont recommandé pour refaire leur stock. Donc c'est ce qu'on appelle la rotation, et donc ça matérialise le fait qu'il y a de la demande et qu'il y a du sell-out. On est beaucoup plus haut sur la période 2025, principalement lié au fait que les volumes en fait augmentent sur les commandes de réassort. Et ça, c'est un indicateur qui correspond exactement à la stratégie qu'on a développée, c'est que positionner Valbiotis Pro Cholestérol comme un produit de répétition. Sur la partie web, c'est la même tendance. On voit qu'aujourd'hui, on avait 45% en décembre et aujourd'hui 49% sur l'année de clients qui recommandent. Et donc ça, c'est un indicateur important pour le développement du chiffre d'affaires. Et on a un panier moyen qui est plutôt élevé, à entre 72 et on passe à 74 € hors taxe sur 2025. Donc ça matérialise le fait qu'un bon produit de qualité avec de la science, des résultats cliniques, qui a une efficacité dans la vraie vie et qui du coup est un produit que les gens recommandent. Et donc ce n'est pas juste un complément alimentaire de cure one shot où on va prendre des compléments alimentaires pour préparer sa peau sur le bronzage. Là, on est quand même sur une dynamique de vente avec des forts taux de répétition. Alors, je lis juste un petit commentaire de Robert qui me dit un taux de recommande de 49% pour les clients finaux, ça ne semble pas très élevé. Qu'en pensez-vous? Ce qu'il faut savoir, c'est que Valbiotis Pro Cholestérol est vendu en 1 mois, 3 mois ou 6 mois.
Donc, le point, c'est que oui, dans la part des ventes, si on a plus de 3 mois et de 6 mois, notre taux de réassort, il va être impacté. Voilà. D'accord. Mais après après 8-9 mois de commercialisation en décembre 2024, c'est quand même déjà important pour une société qui n'est pas connue, puisque Viability n'était pas connue sur le marché, et dans un contexte de démarrage de l'activité commerciale. Si je lis votre feuille de route B2C, là, apparemment, vous pensez que le prix moyen en 2027, vous souhaitez arriver, je pense, à 86 €. Oui, tout à fait. Alors, je reviendrai peut-être juste sur le développement, peut-être faire un petit point international. Oui, parce qu'il y a pas mal de questions sur les États-Unis et Voilà. justement sur l'implantation hors France. Oui, tout à fait. Donc en fait, la stratégie qui a été définie suite à la sortie de Nestlé et durant l'année dernière, c'est maintenant d'aller concentrer nos efforts à l'international sur les territoires Europe, alors plutôt les Big Four, parce que Five, j'ai la France, mais les Big Four, Asie, entre Chine, Corée, Japon et États-Unis. Si on a d'autres opportunités sur certains territoires, on les regarde, il n'y a pas de sujet. Mais en tout cas, nos territoires prioritaires sont ceux-là. Ensuite, l'objectif, c'est d'aller sur non plus des accords globaux qui sont très loin à négocier, des accords globaux de co-développement qui sont très loin à négocier et surtout qui sont plus adaptés en fait à notre portefeuille produit, puisqu'aujourd'hui, on a des produits qui sont distribués et commercialisés en France, sur lesquels on a développé tout le contenu marketing, qu'on sait positionner, sur lequel on a déjà des premiers retours de terrain du marché. Et donc ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'on ne s'adresse plus aux mêmes acteurs. Et donc aujourd'hui, on s'adresse à des acteurs qui sont plutôt des distributeurs sur certaines régions, qui ont une expérience complément alimentaire et qui, du coup, ont des équipes commerciales marketing qui sont en mesure de prendre nos produits à marque Valbiotis pour les déployer sur leur territoire. Voilà. Et donc, ça a aussi l'effet de pouvoir matérialiser beaucoup plus vite, à la fois une signature et à la fois le go-to-market qui est beaucoup plus rapide, puisqu'en fait, on est en mesure de transmettre en fait comment nous avons positionné les produits sur le marché français. Les ambitions sont 25 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon, donc en 2027, avec l'objectif de rentabilité sur cette année-là, sachant que c'est sur le périmètre France seul. Alors, sur le canal B2B, l'objectif, c'est d'aller jusqu'à 5000 pharmacies en implantation. Voilà, de renforcer la force de vente à partir de début 2027 pour viser en fait une présence dans 5000 pharmacies, mais les 5000 plus grosses pharmacies de France. Tout ça avec 4 produits Valbiotis Pro et 20 produits Valbiotis Plus. Quand on ramène quand on ramène des 25 millions de chiffre d'affaires sur 5000 points de vente, ça fait des commandes de 4 à 5 000 euros, du volume de 4 à 5 000 euros par point de vente par an, ce qui est sur 4 produits plus Valbiotis Plus, ce qui pour nous est là où on doit être en fait. Donc, l'objectif, ça va être d'intensifier l'implantation en pharmacie, de stimuler les recommandes en pharmacie, d'apporter des actions de conseil en pharmacie pour faire sortir les produits, etc. Et ensuite, de renforcer le réseau de force de vente pour avoir un effet démultiplicateur en 2020. Sur la partie B2C, effectivement, ce que vous disiez, l'objectif là, c'est d'intensifier la stratégie de Customer Acquisition et puis de se focuser également sur les repeaters, et d'intensifier le plan de notoriété grand public et d'enrichir avec du contenu et des nouveaux produits pour pouvoir aller vers des paniers moyens de viser 20 000 clients et en 2027 et avec un panier moyen de 86. Juste pour répondre à Dominique, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de la progression de vos ventes depuis votre présentation apparemment en physique fin 2024, que vous aviez des objectifs un peu élevés qui avaient été présentés. Est-ce que vous êtes un peu dans les cordes ou comment ça vous en êtes? Notre objectif de 25 millions en 2027, c'est donc là où on veut aller. Ensuite, ce qui est important, c'est le ramp-up en fait. Aujourd'hui, nous concentrons nos efforts sur l'implantation en pharmacie. Alors, ce qui est long, il faut savoir qu'il faut entre 4 et 5 visites
par les APM pour décrocher, pour signer une nouvelle pharmacie. Et donc, c'est un effort continu, jour après jour, et qui du coup, est important. Il faut être patient. Mais voilà, aujourd'hui, on a déjà des métriques sur le fait qu'une fois qu'une pharmacie est cliente, si elle est bien travaillée, si elle fait bien ses actions de formation, de conseil, il y a une répétition qui se met en route. Donc ça, c'est quelque chose qu'on constate déjà. Voilà. Et aujourd'hui, on ne communiquera pas aujourd'hui de chiffres. Voilà, le point, c'est qu'on a dépassé le chiffre d'affaires 2024 à mi-avril 2025. Et que du coup, là, nous continuons l'effort et que nous ferons le bilan en fait de la facturation au trimestre. Voilà, de manière qualitative, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on constate, c'est que la stratégie fonctionne. Voilà, c'est qu'on est sur une tendance qui confirme les premières étapes. Voilà, et du coup, on maintient notre effort et on maintient notre objectif stratégique, sachant que voilà, on a des bonnes compétences, on a des bons produits et qu'on a des plans d'action à la fois commercial, communication, qui vont venir soutenir ce ramp-up. D'accord. L'objectif à horizon 2030, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont minimum 30% à l'international. Voilà, et là, de viser une fourchette d'EBITDA entre 25 et 30%. Le point important par rapport à tout ça, c'est que, la transformation de l'entreprise aujourd'hui, elle est faite. On est en mesure d'absorber une croissance significative des volumes. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une phase où on a encore 1 an de transformation à faire pour mettre la société sur une démarche commerciale. Aujourd'hui, ça a été fait. Et donc, on exécute notre stratégie. Et ensuite, le point important, c'est qu'on n'a pas besoin d'investissement de structure significatif. Notre ERP est en place, on sait expédier, livrer, facturer, on sait suivre nos ventes. Voilà. Donc pour aller à ces 100 millions à horizon de 2030, on n'aura pas forcément d'investissement ultra significatif, à part sur la partie business et un peu back-office. Mais voilà, l'entreprise aujourd'hui est designée pour pouvoir aller déjà à ces 25 millions en 2020. Alors effectivement, on avait fait notre dernière augmentation de capital, c'était fin 2023. Cette augmentation de capital était designée en tenant compte en fait des futurs revenus avec Nestlé. Le contrat avec Nestlé s'est arrêté, on l'a annoncé en juin dernier, et donc on n'a plus ces revenus de Nestlé. D'où effectivement cette augmentation de capital là maintenant. Mais je pense qu'il y a un point, faut vraiment accentuer ce que a dit Stanislas plusieurs fois, c'est qu'on a terminé la transformation de la société. Ça, c'est un point important, et c'est pas transformer une société R&D en société commerciale en quelques mois. Dans un contexte de sortie de Nestlé, c'est pas simple. Aujourd'hui, c'est fait. Et les indicateurs aujourd'hui nous montrent clairement que la stratégie est la bonne. Et à partir du moment où on a implanté une officine, à partir du moment où on a un client sur le web, ça fonctionne parce qu'on est sur des produits de répétition et on a des bons produits. Donc maintenant, il faut qu'on déroule en fait la stratégie, et d'où effectivement cette augmentation de capital. Stanislas, je te laisse compléter. Voilà, donc l'opération, le montant ciblé, c'est 6,9 millions d'euros. À savoir que voilà, on l'a sécurisé à 75% par des engagements de souscription ou des engagements de garantie. Voilà, donc là, le planning, c'est 12 juin, ouverture de la période de souscription, clôture le 20 juin avec un règlement. Voilà, 20 juin, avec les DPS apparemment qui sont exerçables jusqu'au 24. Voilà, c'est ça. Jusqu'au 24 juin, exerçable de DPS. Alors, voilà. Une action pour 2 DPS et clôture de la période de souscription le 24 juin. Voilà, avec un règlement livraison attendu pour le 30 juin. Alors, il y avait juste une question, pourquoi pas d'emprunt bancaire? Deuxième question, est-ce que vous comptez verser peut-être des dividendes un jour ou l'autre? Voilà, déjà 2 petites questions complètement séparées. Mais... Ouais, alors, première question sur la partie financement non dilutif. Donc, ça fait partie de notre stratégie, ça c'est clair. Voilà,
voilà. Auparavant, on faisait des financements non dilutifs de type BPI adossés à de levées de fonds de sociétés biotech. Aujourd'hui, on est sur des produits tout à fait différents, puisqu'on est maintenant dans la case société commerciale. Donc oui, la stratégie financement dilutif, elle fait partie de notre feuille de route. Maintenant, le point, c'est qu'on a assez peu, au regard de nos partenaires bancaires, de recul business, hein, donc ça génère des discussions. Voilà. Maintenant, oui, on va avoir recours à du financement bancaire non dilutif de manière de plus en plus intense, une fois qu'on aura de plus en plus de metrics business et une fois qu'on aura des besoins de BFR de plus en plus importants. La difficulté, voilà, aujourd'hui, c'est que vu notre life cycle, entre guillemets, de début de commercialisation, on a peu accès au financement de BFR. Voilà, on est en train de faire levier aussi sur les financements classiques prêts. Donc oui, ça fait partie de notre stratégie. Voilà, et donc quand on aura des éléments actés, bien sûr, on communiquera dessus. Alors justement, donc, concernant cette augmentation de capital, à quoi vont servir pratiquement les fonds? Tout à fait. Alors du coup, la répartition des fonds levés va aller pour une grosse partie sur la poursuite et l'intensification de la stratégie marketing et communication auprès du grand public, auprès des professionnels de santé. Également, le développement à l'international sur certains projets spécifiques. Voilà, donc c'est une grosse partie en fait des fonds levés qui vont servir à soutenir la stratégie commerciale et marketing. Deuxième aspect, je l'ai évoqué, c'est le financement du BFR, donc du besoin en fonds de roulement opérationnel sur la partie 25-26. Voilà, puisqu'en fait, on a des besoins de stock minimum de sécurité pour pouvoir livrer les produits et de croissance, qui du coup nous génère un besoin en fonds de roulement. Et du coup, 30% des fonds levés serviront à ceci. Et ensuite, le dernier point, c'est pour 10%, en fait, on va renforcer le réseau d'attachés à la promotion médicale avec un objectif de passer de 16 à 19 secteurs. Voilà, ce qui nous permettra en fait de passer plus vite certains paliers de présence géographique et d'ouverture de nombre de pharmacies. Alors, il y a Thierry qui nous demande de reposer la question qu'il a posée il y a une petite heure, mais bon, ce n'était pas le moment de la poser. Qu'est-ce qui pourrait inciter un particulier à souscrire donc à l'augmentation de capital, en sachant que on n'est pas garanti que le cours de l'action ne descendra pas sous les 0,88. Donc voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez dire à cet actionnaire? Alors, là, je peux juste faire une photo rapide d'où en est l'entreprise. Oui, avec un cours qui est aujourd'hui à ce niveau-là. En revanche, voilà, pour une société qui a 4 produits issus de 10 ans de R&D, la société ayant investi plus de 60 millions de R&D pour développer ces produits avec lesquels on a une propriété intellectuelle. Voilà, et effectivement, le point, c'est qu'on est en ramp-up commercial. On n'a pas encore matérialisé des niveaux de chiffre d'affaires, puisque c'est quelque part, ça fait 12 mois qu'on a démarré la commercialisation. Voilà. Maintenant, les trajectoires, notre trajectoire de 25 millions d'euros, voilà, à ce moment-là, le cours de bourse sera forcément bien différent. Et d'ici là, voilà, on avancera, nous, sur le développement de l'activité en France, le développement de l'activité internationale. Et donc, c'est la photo qu'il faut prendre en considération pour se décider. Alors, je sais qu'on n'est peut-être pas droit de donner de chiffres, mais il y a pas mal de personnes qui demandaient justement sur le produit anti-cholestérol, je pense que c'est Lipidrive, je crois, ils disent, voilà, bon, OK, il y a tout un tas de choses, c'est commercialisé, mais est-ce que vous avez peut-être une feuille de route ou quelque chose à donner aux internautes ou pas encore? Alors, sur la partie chiffres, vous voulez dire, c'est ça? Oui. Oui, de toute façon, on publie de manière trimestrielle nos résultats, dans le rapport financier. Donc la publication des comptes au 30 juin sera faite voilà, peut-être début octobre, courant octobre.
voilà. Mais effectivement, donc, à minima, il y aura ce milestone-là. Et entre-temps, quand on aura des nouvelles clés à communiquer au marché, oui, effectivement, on communiquera par voie de communiqué de presse. Ouais. D'accord. Alors, juste pour répondre à Frédéric aussi, qui repose la même question, mais c'est vrai, enfin, c'est normal, c'est une entreprise, donc vous avez besoin de commerciaux aussi pour aller montrer, du moins, vous développer dans les pharmacies ou dans les groupements pharmaceutiques. Donc, il dit, voilà, Valbiotis donne des commissions aux délégués médicaux, aux médecins, etc. Et donc, du coup, à quand les dividendes? Oui, alors on ne donne pas de commission aux médecins, ça c'est super important. Hein. Voilà, on respecte les règles sur ces aspects-là. Nos commerciaux, on ne leur donne pas de commission, on a juste mis en place un système de rémunération fixe et variable qui est basé sur des objectifs d'implantation, de prise de commande, etc. Voilà, c'est juste pour bien préciser ça. Et après, deuxième aspect, les dividendes, on distribuera des dividendes quand la société aura un cash flow positif. En tout cas, une société ne peut distribuer des dividendes quasiment que quand la société fait des cash flows positifs et du résultat. D'accord. Alors, j'ai encore deux questions, puis après, on va accélérer un petit peu. De la part de Dave, là, qui me dit où en êtes-vous des partenariats à l'étranger? Et justement, il y a Eric qui posait un peu la même question, qui disait pourquoi ne pas accepter des systèmes d'upfront pour les partenariats hors France? Alors, on a un certain nombre de discussions en cours, hein, comme on l'avait communiqué au mois de mai. Donc, ces discussions avancent. Voilà, tant que ces discussions n'avancent pas sur une contractualisation, etc., on ne donne pas d'informations. Voilà, le point, c'est que oui, nous avons des discussions en cours qui suivent de différentes étapes de discussion. Voilà. Première étape étant d'aller avec le partenaire identifier les besoins du marché, tester le produit sur le marché. Voilà. Et puis ensuite, de dimensionner un peu la partie timing, volume, etc. En tout cas, on va plutôt vers des contrats qui seraient multi-années avec des niveaux de volume. Voilà. Et donc, ce n'est pas forcément le prix qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas encore annoncé de partenariat à l'international. Parce qu'en fait, sur les types de contrats et de partenaires chez qui on va aller, on n'aura probablement pas de sujet de front. En fait, hein, vu que c'est des modèles de distributeurs, en fait, on facturera des produits. Parce que je pense qu'aux États-Unis, entre les maladies cardiovasculaires, l'hypercholestérol et tout ça, je pense qu'ils c'est les premiers. Non, mais c'est un sujet juste pour rebondir sur l'upfront. Le modèle upfront, paiement d'étape, royalties, c'est un modèle en fait qui est utilisé plutôt dans des accords de licence de co-développement. Donc, ce qu'on a pu faire effectivement avec Nestlé, parce que les produits étaient, Totem 63 n'était pas terminé. Quand les produits sont terminés et commercialisés, en fait, on sort de ces accords-là. On est sur des accords de distribution, comme le disait effectivement Stanislas, où on est payé, on a des engagements de volume en fait sur plusieurs années et on a une marge sur chaque produit. Vous disiez pourquoi souscrire à l'opération, et je rejoins ce qu'a dit Stanislas tout à l'heure. 10 ans de R&D, une nouvelle génération de compléments alimentaires, ça n'existe pas ce qu'on a fait, avec des produits qui ont du sens, sur lesquels en fait les consommateurs peuvent vérifier l'efficacité, d'où les avis clients qu'on a sur le web, d'où effectivement les professionnels de santé qui sont aussi attirés par ce type de produits. Et on est sur un marché du complément alimentaire qui est en forte croissance en France et à l'international. La stratégie, elle est la bonne. C'est une stratégie qui est éprouvée aussi par d'autres sociétés. Donc, l'ambition de Valbiotis, c'est de grandir vite et de devenir quelque part aussi la première société cotée en France dans le domaine du complément alimentaire. Et on a tout pour faire. Et aujourd'hui, on a une équipe très business, très opérationnelle et qui vient du monde du complément alimentaire. Donc ça, c'est aussi important. Donc on connaît notre
parfaitement notre métier sur toutes les fonctions au sein de la société. Un petit mot de fin. Bon, je sais que j'ai vu, il y en a quelqu'un qui dit, mais à quand le premier partenariat international, etc. Est-ce que vous pouvez répondre un petit peu ou simplement dire un petit mot de fin? Alors, je rappelle simplement les conditions. Donc, c'est du 10 juin au 20 juin. Voilà, donc au niveau des DPS, les DPS sont exerçables jusqu'au 24 juin inclus. D'ailleurs, le mnémonique du DPS, c'est VALDS, comme droit de souscription, VALDS, en sachant que deux DPS ont droit d'acheter une action nouvelle à 88 centimes d'euros. Voilà, donc vous pouvez sur le site directement participer à l'opération si vous avez envie. Voilà, donc un petit mot de fin, si vous voulez bien, Sébastien, Stanislas. Oui, déjà merci d'avoir participé, de nous avoir écoutés, d'avoir posé vos questions. Un point important, c'est que Stanislas et moi, on est vraiment engagés dans le développement de la société comme l'ensemble des collaborateurs. On a fait un gros travail de transformation de la société suite au départ de Nestlé. Je pense qu'on est en train d'écrire un nouveau chapitre, un beau chapitre, sur un marché qui est conséquent avec des produits qui font du sens pour les patients. Je pense que ça, c'est important. On a tout pour réussir. Maintenant, il faut qu'on déroule notre stratégie jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. C'est important. Et l'objectif, c'est pas de devenir un petit acteur du complément alimentaire, c'est de devenir un des leaders du complément alimentaire en France et en Europe. Et aujourd'hui, on a tout pour réussir. Maintenant, il faut qu'on déroule qu'on continue à dérouler la stratégie que Stanislas tout à l'heure vous a présentée en profondeur. Il n'y a pas de raison objective en fait qu'on n'arrive pas à dérouler cette stratégie. Et les premiers indicateurs qu'on a, ils sont extrêmement importants puisqu'on voit que quand on implante une pharmacie, encore une fois, ou quand on acquiert un client sur le web, on a des recommandes qui sont significatives sur les deux canaux. Ça veut dire que les produits satisfassent les consommateurs et ça, c'est le point essentiel. Et on est sur des produits de répétition. On n'est pas sur un effet de mode, on n'est pas sur un effet de saisonnalité. Et donc, on a les bons produits pour faire bien croître la société. Merci à tout le monde d'avoir pris du temps pour écouter et participer à ce webinaire. Donc, je rappelle qu'il concerne l'augmentation de capital de Valbiotis. Écoutez, on verra bien le résultat dans quelques jours et puis je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour la société, pour vous-même et puis à tous les internautes ici présents. Merci d'être restés aussi si nombreux pendant tout ce webinaire. Il y a eu beaucoup de questions, bien évidemment. Je n'ai pas pu toutes les poser, sinon on y est encore à 18h. Voilà, donc, mais je pense qu'on a quand même on a quand même posé la majeure partie de tous les thèmes, on a tout abordé. Donc, merci encore. Et puis, écoutez, au revoir Sébastien, au revoir Stanislas. Et puis, peut-être une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez. Merci, au revoir. Au revoir.